Alors, la planète 9 ou la 9e planète. Vous vous souvenez que récemment, la 9e planète, autrefois, c'était Pluton. Elle a été dégradée en mini-planète. Donc maintenant, il n'existe plus que 8 planètes connues dans le système solaire. Et on pense qu'il pourrait y en avoir une 9e. Donc j'en avais déjà parlé en avril, sous le titre « À la recherche de la planète 9 ». Et puis j'avais donné pas mal d'explications techniques sur le sujet. Là, je vais être un peu plus rapide. Mais ce qui m'a motivé pour en reparler, c'est que, comme j'ai dit, la très orthodoxe revue Ciel et Espace en parle abondamment dans son dernier numéro. Donc on va faire entrer. Voilà, vous voyez, la 9e planète, elle existe, en assez gros. Alors en dessous tout petit, par contre, elle reste à trouver. Dan Rivière parle de cette planète en tant que Proserpine. Voilà, Proserpine, j'en ai entendu parler effectivement, Proserpine. Donc cette planète, elle est purement hypothétique pour l'instant, comme disait le sous-titre, elle reste encore à trouver. Mais on suppose qu'elle existe parce que c'est déduit de calcul et de simulation. Alors, comme j'avais expliqué la dernière fois, je vais revenir rapidement. À l'origine de l'astronomie, vraiment, c'est la découverte de Neptune. Cette découverte de Neptune s'est fait justement, elle a été déduite de calculs. À l'époque, ce n'était pas les ordinateurs, hein, c'était le papier et les plumes. Il y avait la plume en acier qui avait été inventée, ce n'était pas la plume bois, mais c'était quand même des calculs faits à la main sur des rames de papier. Très impressionnant. Il y a eu deux... Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en XVIIIe siècle, on avait découvert Uranus. Pour la première fois depuis l'Antiquité, on découvrait une nouvelle planète. Mais l'orbite de cette planète n'était pas tellement logique parce qu'en fonction de la mécanique céleste qui avait été découverte par Newton, on s'est aperçu que l'orbite de cette planète ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Elle se déformait de manière bizarre. Des mathématiciens sont mis sur le coup, un Anglais Adams et un Français Le Verrier, et ils ont déduit l'existence d'une nouvelle planète. Ça a été publié, et bien quelques temps après, à Berlin, un jour d'hiver, il y a eu une nuit bien claire, il y a un astronome qui a pointé son télescope là où les mathématiciens lui disaient de regarder, pour simplifier un peu. Et pratiquement, du premier coup, il a découvert Neptune, qui est vraiment une très grosse planète, 17 fois plus lourde que la Terre. Donc ça, c'est un très grand succès de l'astronomie, de la science en général, parce que c'est la première fois vraiment que des calculs permettaient de prévoir quelque chose, et ensuite on le trouve. Donc c'est fondateur, je dirais, pour l'astronomie. Et de même, Pluton a été découvert un peu comme ça, par Tom Bow. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'avais fait une petite vidéo en avril que vous pouvez trouver sur YouTube où j'explique ça plus en détail. Et pareil, les planètes extrasolaires ont été déduites. Hein, pour l'immense majorité, on ne les a pas photographiées, on ne les avait pas vues. On en déduit l'existence. Dans le système solaire, au confins du système solaire, on a trouvé récemment un grand nombre de corps assez gros. On a trouvé, alors tout à fait en haut à gauche, c'est Pluton. À côté, c'est Eris, qui est pratiquement la même taille, un peu plus lourd. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a dégradé Pluton. On a dit bon, Pluton, finalement, c'est pas une vraie planète. Il y en a plein qui lui ressemblent. On va dire que c'est une mini-planète. Il y a d'autres raisons, enfin. Ils en portent des noms haïtiens, parce que souvent ça a été découvert à l'observatoire qui se trouve tout en haut des volcans de Hawaï, Makemake, Umea, etc. Donc tous ces corps, ils ont été étudiés, pareil, leurs orbites ont été étudiées, et on trouve que c'est assez bizarre, les formes des orbites. Oh, là on ne voit pas grand-chose malheureusement, il y a du mauve qui ressort très mal, je pense que vous ne voyez rien du tout. Bon, je vais l'expliquer oralement. Donc les orbites des astéroïdes, de plusieurs astéroïdes, sont déformées de telle façon que vous voyez l'ellipse qui se trouve à droite, la grande ellipse au-dessus de la boule bleue. La boule bleue, c'est Neptune. Ben, cette grande ellipse-là, c'est l'orbite hypothétique de la 9e planète. Elle a été calculée, mais comme c'est très loin, comme les données sont pas très précises, ben, en réalité, on ne sait pas exactement où elle se trouve, mais on cherche. Donc il y a plusieurs méthodes pour chercher, notamment des nouveaux télescopes. On fait participer le public aussi, un petit, comme j'avais expliqué la dernière fois. Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur une application. Et cette application, vous recevez des calculs, des photos prises par les télescopes. Et à partir de là, vous pouvez rechercher si vous ne trouvez pas une 9e planète. Et si vous trouvez une 9e planète, vous avez votre nom marqué dans les étoiles. Je sais pas.
Mais, oui. Je vais peut-être un peu vite, comme je crois. Il y a toujours un mais, bah oui, bien sûr. Parce que il y a une telle enthousiasme pour trouver cette planète, parce que évidemment celui qui la trouve devient célèbre, qu'on a tendance un peu à négliger d'autres choses. Par exemple l'orbite des comètes, qui elles aussi vont très loin dans le système solaire extérieur. Eh bien, il n'y a pas de problème avec l'orbite des comètes. Elle semble se passer très bien de la 9e planète. Alors bon, ça c'est un argument contre. Il y en a qui disent que les données ne sont pas assez étoffées, pas étouffées. Il y a entre 6 et 12 astéroïdes qui ont été étudiés, ils disent que c'est pas assez, qu'on sélectionne un petit peu les données pour trouver ce qu'on veut trouver. Enfin, il y a des critiques assez sévères maintenant, parce que justement on n'a rien trouvé depuis plusieurs années, donc évidemment ça commence l'optimisme commence à baisser. Il y a des gens qui disent qu'en fait il y a au moins 2 planètes inconnues, il n'y en a pas une seule, et même peut-être beaucoup plus, donc ça compliquerait considérablement les choses. Et puis de toute façon, cette planète, elle serait très peu lumineuse, puisque étant très loin du Soleil, reflétant très peu la lumière du Soleil, qui déjà est faible à cet endroit-là, elle sera difficile à trouver. 4000 fois moins lumineuse que Pluton. Et Pluton, c'est un point infinitésimal. Un jour, on me l'a montré dans un télescope, qui faisait un très gros télescope de 50 cm de diamètre. Pour un amateur, c'est gros. Pour un professionnel, c'est petit, mais pour un amateur, c'est gros, et je vous assure que moi, je ne l'ai pas vu, j'ai cherché. Pourtant, à l'époque, j'avais des yeux, 10 sur 10, rien vu. Mais là, vous voyez, c'est une image d'artiste. Hein. Il n'existe pas encore ce télescope, il est en construction. Ce qu'ils appellent LSST, Large Synoptic Survey Telescope. C'est un télescope capable de, non pas de prendre une image très précise, très pointue d'un endroit particulier, mais de prendre des images globales pour faire ce qu'ils appellent des surveys, c'est-à-dire de la surveillance du ciel. Et avec ça, on pense, et notamment des télescopes en orbite, comme le James Webb Telescope, qui sera lancé l'année prochaine, ou cette année, je sais plus, par la navette Ariane, la fusée Ariane, pardon. On va peut-être y arriver. Bon, j'arrête là, au moins qu'il y ait des questions sur le sujet. Alors, je vais vous présenter une revue qui s'appelle Espace et Exploration, que voilà ici, que voilà, que je vais faire circuler. Et j'aimerais la récupérer à la fin. Et j'en ai une autre que j'ai entièrement lue. Merci bien. Donc elle est là. Voici l'affiche. Donc c'est une revue qui est entièrement dédiée à ce qu'on appelle l'aventure spatiale, et à espace, exploration. Ça ne parle pas d'OVNI, hein, c'est clair. J'ai mis la photo du Muamua, le fameux astéroïde qui a traversé le système solaire, puisque c'est un des articles. Vous voyez un article notamment sur ce fameux astéroïde. Vous êtes peut-être au courant, pour la première fois dans l'astronomie, on a vu apparaître un corps qui est rentré au système solaire et qui en ressort parce qu'il est plus rapide que la vitesse d'évasion du système solaire. Jusqu'ici, on n'avait jamais vu, on avait déjà vu des comètes qui allaient très vite, on a vu des choses qui avaient des trajectoires très tendues. C'est la première fois qu'on voit un corps quand la vitesse est telle qu'il va ressortir du système solaire et il ira jusque vers une autre étoile. C'est étonnant, mais peut-être qu'on n'avait pas assez cherché, peut-être qu'on n'avait pas des moyens suffisamment intéressants pour ça. Mais là, c'est un des articles. Là, c'est un schéma montrant la trajectoire de Oumuamua, j'arrive à le dire bien. Donc vous voyez, tout au milieu, c'est le système solaire interne. Ensuite, on voit l'orbite de Jupiter, Saturne, etc. Donc il rentre, il est renvoyé par la gravité du Soleil et il est expédié vers une autre étoile. Et ça, c'est amusant parce que souvent, le schéma qu'on a vu avant, c'est théorique. Et ce qu'observent les astronomes, en fait, c'est tous ces points-là jaunes, c'est vraiment la trajectoire qui est observée. Et c'est à partir de cette espèce de courbe très complexe qu'il faut calculer la trajectoire réelle. C'est ça qui est intéressant. Et pour la planète neutre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce genre de calcul qu'il faut faire. C'est très compliqué. C'est pour ça que les erreurs sont possibles. Il y a aussi un article sur SpaceX aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas regardé les nouvelles. Le Falcon Heavy, cette fusée à 3 corps, là, devrait démarrer, devrait être lancée. Et ce qui est amusant, d'abord, si ça marche, c'est un énorme progrès, parce que c'est une société qui est capable de récupérer les premiers étages.
et donc d'avoir des prix très compétitifs. Enfin, ça, c'est la théorie. Bien sûr, en Europe, avec Ariane, on n'est pas d'accord, mais on est bien embêté surtout parce que c'est un progrès énorme. Et vous voyez, comme s'ils sont très jeunes dans SpaceX, ils ont décidé, comme pour faire un essai, comme ils ne savent pas si ça va réussir, ben, ils ont mis une voiture Tesla parce que le propriétaire de SpaceX, Elon Musk, c'est aussi celui qui a fondé la société Tesla. Il a dit bah, j'ai une voiture, je ne sais pas comment faire, je vais l'envoyer vers Mars. C'est bon, typique de la Californie. Alors ce magazine, eh bien, il est tous les 2 mois. Donc c'est plutôt des articles de fond, plutôt que de l'actualité. C'est très documenté. C'est fait par une personne qui s'appelle Marie-Ange Sanguy, qui est très passionnée et très compétente. Très sympathique aussi, je l'ai vu plusieurs fois au téléphone. C'est sérieux, mais c'est plaisant à lire et bien illustré. Voilà. Oui, pas d'ovnis ni d'extraterrestres. Ah oui, parce que là, il faut quand même être sérieux. Les ovnis et les E.T., c'est pas pour eux. Il n'y a pas que la technique, le côté humain de l'aventure aussi couvert. Oui, effectivement, c'est très, très vivant. Il y a toute l'histoire des astronautes, et même les à côté, les fanions, les badges, tout le côté un peu fan club, est aussi traité. Et je dis probablement le meilleur magazine sur le sujet dans le monde. Bah, en fait, c'est le seul. Bon, c'est facile, mais il est très bon. Et voilà, si vous vous intéressez au sujet, si vous voulez vraiment être au courant, sans passer votre temps sur Internet, vous avez une synthèse tous les 2 mois de tout ce qui se passe non seulement dans les lancements de fusées dans l'espace, mais aussi un peu l'astronomie, ce qui est envoyé dans le cosmos. La suite, une nouvelle revue, Icaris. Voilà. Donc, j'ai dit que c'est signalé par Bruno Moncusi, parce que voilà, je citais les sources, c'était un gars du Sceau, suisse, qui nous a appris ça. Et puis, je l'ai acheté, puisqu'elle est sortie en kiosque au 1er février. Alors, ils se disent, donc j'ai été dans leur, c'est pas Marcel Proust, n'est pas tellement de moi, j'ai été dans le site. Icaris Magazine est un nouveau média de presse écrite qui se consacre entièrement aux actualités des grandes énigmes et d'inexpliqués. Bimestriel, 7 € le numéro. Suite, là voilà la photo de nouveau. Enfin, c'est pas la première fois pour vous, donc on n'a pas vu celle-là. Comme vous voyez, ils ont décidé de faire leur couverture sur les momies, bien que les momies à 3 doigts du Pérou, bien ils restent réservés sur le sujet, ils disent que c'est très possible que ce soit une fraude, mais enfin, ils exposent quand même. Alors, Icaris semble le bébé de Ludovic Bonin, journaliste qui a écrit de multiples articles dans Top Secret, ce que je ne savais pas, mais que j'ai appris en l'occurrence, et qui est bien connu pour avoir participé au Grand Prix ufologique de Toulouse. Il a écrit aussi 2 ouvrages, donc un ouvrage ufologique, c'est les extraterrestres qui visitent notre planète, et une autre histoire du monde. Bon, je ne connais pas ces ouvrages, je ne les ai jamais lus, peut-être que Gilles, tu les connais, non? Moi je les connais, c'est très intéressant. Et puis une autre histoire du monde. Il répertorie un certain nombre de choses intéressantes. Voilà. Bah, peut-être qu'il est en vente, il faudra voir. J'ai déjà vu la couverture. C'est un bon basique pour qui débute dans la culture. D'accord. Bon, mais pourquoi pas, parce qu'il y en a pas mal des basiques sur le sujet. Oui, mais enfin, il est bon. C'est pas mal fait. Parfait. Donc, il a fait aussi l'autre histoire du monde. Il fait un geste, heureusement que c'est l'index. Je ne l'ai pas lu non plus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Bon. Voilà. C'est pour situer quand même la personne, c'est quand même une personne qui a un certain vécu dans l'ufologie. Donc il n'est pas tellement épais, mais il traite que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets. L'énigme des momies à 3 doigts, avec une interview de Thierry Jamin. Il parle aussi des crânes allongés de Paracas. C'est le même pays, le Pérou, mais c'est quelque chose de très différent. Enfin, je pense différent. Il y a la fameuse cavité secrète qui a été découverte dans la grande pyramide de Khéops. Et puis on parle bien sûr, on parle d'armes secrètes nazies et des relations avec les soucoupes volantes. Et puis comme il n'y a pas que de l'ufologie, on parle des expériences de sortie hors du corps. Voilà, je dis c'est un magazine grand public, pas un journal de recherche. Effectivement, c'est pas Lumière dans la nuit, c'est pas des comptes rendus et des analyses d'observation, c'est de la vulgarisation. Ah, mais une histoire amusante. Rock Socker, lui, il n'est pas content du tout.
Parce que monsieur Ludovic, bah, c'était un de ses journalistes et il est parti en douce, il a donné sa dème. Il est parti avec le fichier client apparemment. C'est ce qu'il dit. Il était arrivé la même chose à Joël Bédard quand il avait repris, je crois. Voilà. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il habite à 70 km Un d'autre, voilà. Donc voilà, il y a une petite embrouille, peut-être qu'il y aura procès, on ne sait pas. Moi ça m'amuse. Maintenant ça m'amuse parce que quand j'ai commencé l'ufologie, j'ai fait le site OVNI Paris pour Guy Lothaire. J'avais pas plutôt mis en ligne le site que j'ai été menacé, pas des assises, mais d'un procès de 20 000 € d'amende. Bon, ça s'est calmé vite fait. Il y a un côté dans l'ufologie assez drôle. Bon, allez, je vous passe les réactions. Oui. Je crois que dans tous les milieux. Bah, nous avons une ancienne avocate ici. Et effectivement dans d'autres domaines. Alors, les annonces, puis donc la boutique du son, je pense que tout ça. On voit bien qu'il y a. Donc tous ces livres-là sont en vente. Ce sont des doubles, des dons, des legs que le SO récupère et ça nous sert à financer cette association dont je fais partie. Association que vous pouvez aider en y participant, par exemple. Le but de l'association, c'est l'archivage de l'ufologie, essentiellement française. Donc c'est un travail assez passionnant parce que sur le fond, quelquefois un peu difficile, mais je trouve très intéressant parce que ça va permettre dans le futur aux historiens, aux sociologues, aux ufologues aussi bien sûr, d'avoir une documentation sur toute l'ufologie française depuis le début, depuis l'après-guerre jusqu'à maintenant. Et peut-être le futur. Annonce. Ah, bah, je crois que non, il n'est pas là, notre ami de repas ufologique, donc je vais me contenter de faire l'annonce pour OVNI Paris, pour ma boutique. Le mois prochain, c'est Jean Librero qui va nous parler du crash d'Aztec. Donc Jean Librero, c'est le traducteur du livre, il connaît parfaitement, il a déjà fait des émissions sur le sujet, Nuea TV par exemple. Donc je pense que ça... Alors ce crash d'Aztec, moi, comme beaucoup de gens, j'avais entendu dire, et je me fie à la rumeur que c'était une blague, et bien il semblerait que non, pas du tout. Alors il est moins documenté que Roswell, c'est clair, il était beaucoup moins étudié, mais néanmoins il est probablement aussi sérieux. Ça c'est en mars, c'est le 6 mars. Le 16, cette fois-ci, de façon exceptionnelle, le lundi 16 avril, nous allons recevoir quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'ufologie française, qui est très célèbre, qui est là, commencé comme grand reporter, puis ensuite présentateur à la télévision, directeur des programmes, qui a écrit des livres, etc. etc. Jean-Claude Bourré, qui va venir ici pour nous parler notamment des livres qu'il a fait, qu'il est en train de faire avec Jean-Pierre Petit. Je n'ai pas encore les détails précis, mais j'espère qu'il va nous parler surtout de tout le reste, c'est-à-dire comment il est venu à l'ufologie et les relations qu'il a pu avoir sur le sujet. On verra. Nos collègues des repas ufologiques ne sont pas là, tant pis pour eux. Oh, que vois-je? L'affiche. Oh, bah c'est moi, tiens. Elisabeth de... Bon, alors ça, j'ai marqué dans le bas, à droite, il était élevé, parce que cette pause n'est pas de moi. Elisabeth de Caligny participe depuis plusieurs années au repas ufologique, notamment ceux de Toulouse, mais je sais de Paris aussi, et donne régulièrement des conférences dans le cadre d'associations qui se consacrent à la recherche et à l'information sur les phénomènes paranormaux. C'est vrai? Oui, bah ça, je m'y consacre bien. Passionné d'ufologie et de mystère. Mais par contre, je suis plus chez VTLV depuis un an. 1 an et demi. Voilà. Donc c'est important à le dire, je peux dire. Elisabeth de Caligny intervient mensuellement, alors elle n'intervient plus, et celle d'autres médias du web. Voilà. Non, je suis sur Nurea, je suis sur Mias, mais je suis hors doublon, fréquence évasion. D'accord. C'est rien, j'ai besoin d'un support. Ah oui. Mais oui. J'ai une tête de quoi? Je ne sais pas de quoi. Une tête de support. J'ai été support technique, oui, mais bon, ça payait plus. Certains de ces articles, parce que sont également parus dans le livre de secret. Je vais te passer la parole. Je laisse la photo là du ranch, hein, c'est bon? Ouais, c'est bien ça. Voilà, on va mettre la table. Interdit sur public.